Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo au sujet de la série Comment faire autrement, vu le spectacle d'horreur, le film d'horreur euh, déroulé cette semaine par nos élites parisiennes avec un Z évidemment, zélites, avec un Z et avec un tiré avant le S ou le ES, je sais plus, pour être inclusif. Franchement, quand on voit les réactions sur Twitter de nos élites, on comprend pourquoi le pays est surendetté, pourquoi le pays est en faillite économique, en faillite diplomatique, en faillite financière, bien sûr, en faillite sécuritaire. On comprend pourquoi tout va mal. On est gouverné par des abrutis, tout simplement. Comment peux-tu applaudir l'entrée d'Al-Qaïda à Damas? Impossible, c'est impossible. Impossible de se réjouir de l'entrée des djihadistes qui ont soutenu de près ou de loin le Bataclan à Damas. C'est impossible. On est dans deux domaines véritablement horripilants, véritablement détestables. La haute trahison. Je rappelle que le Bataclan, c'est au moins 130 morts, sans oublier les mâchoires fracassées, les gueules cassées hein, qui ont survécu. Hein, voilà. Et la haute trahison d'un côté et l'imbécilité de l'autre. Je ne sais pas lequel est le pire. Hein. Pourtant, ça se pavane sur les réseaux sociaux. En plus, ça se dit, je ne vais pas citer les noms, mais vous les voyez, ils sont souvent à gauche, mais pas seulement. En plus, ça se dit, comment dirais-je, ça se dit euh, ouvert sur le monde. Oui, nous, depuis je ne sais pas quoi, on est ouvert sur le monde, mais vous n'êtes pas ouvert sur le monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus de dames et de demoiselles que de monsieur. Comme quoi la bêtise et la haute trahison sont devenues réellement inclusives. Alors là, vraiment, le féminisme est passé par là. Euh, vous n'êtes pas ouvert sur le monde. Vous n'êtes pas ouverte sur le monde. Vous êtes fermé sur le monde. Vous ne comprenez rien au monde. En revanche, vous êtes ouverte sur Paris, sur le milieu parisien, le petit milieu parisien, les petits milieux parisiens qui se fichent complètement d'avoir tort ou raison. D'ailleurs, ils ont raison systématiquement. Ils ont tort systématiquement depuis 40 ans, 50 ans, d'où le résultat du pays. Hein. Ça fait envie, nous payons, nous commençons à payer 50 ans d'incurie. Ces gens-là sont ouverts sur leur névrose, ils sont ouverts sur leur obsession de dire la même chose en même temps. Peu importe pour X ou Y, député de X ou Y, le sort des musulmans de Syrie, le sort des Syriens, la démocratie en Syrie, ils s'en fichent. Ce qui compte pour eux, c'est de montrer leur vertu en même temps sur Twitter, X. Twitter est devenu une espèce de galerie des glaces, certains diront une galerie des horreurs, où on montre la courbe de ses fesses, comme certaines femmes au sortir des salles de sport se cabrent pour voir leur courbe devant, pour voir si leur fessier est de plus en plus ferme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même geste primaire. Dans un cas, je dirais qu'il est assez honorable. Hein. C'est le mal avec un accent circonflexe qui le dit, un E à la fin. Mais dans l'autre, c'est juste ridicule. Nous sommes quelque part entre les précieuses ridicules de Molière, qui s'appliquent vraiment hein, à notre classe politique, hein, vraiment, politique, médiatique, etc. Et les collabos des années 40. Le Paris collabo, parce qu'il y a eu deux collaborations, Vichy et Paris. J'ose dire, ça n'engage que moi, que la collaboration parisienne était pire que la collaboration vichiste. Parce qu'à vichiste, au moins, ils ont fait semblant de vouloir préserver l'État français et d'attendre la libération. Plus ou moins, ils ont fait semblant. Ou même certains courants dans Vichy ont fait le boulot. Ça se discute, mais on peut en parler. Et je ne suis pas sur la thèse de Zemmour, hein, je ne parle pas de la thèse de Zemmour, de tout ça. Non, je parle de recherches que j'ai faites moi-même, une partie de l'armée française alignée sur Vichy à protéger des juifs et à collaborer en sous-main avec les Américains et les Britanniques et à enfumer les Allemands. Tout ça, c'est hein, maréchal Juin au Maroc, colonel Guillaume. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au Maroc et en Afrique du Nord par cette partie de Vichy qui a préparé le jour d'après. Le revers contre les Allemands, la vengeance contre les Allemands. Bon, l'histoire, les Végan, bon, l'histoire, Noguès,
au Maroc. L'histoire les a balayés parce que De Gaulle, parce qu'on ne peut pas avoir deux pôles position. Il n'y a qu'une seule pôle position. Donc De Gaulle a pris la pôle position. Bon, il y a des livres sur le sujet. Paris, là, c'est sans nuance. Ils ont baissé le pantalon devant les nazis et vous avez des grands auteurs, je ne vais pas les citer, des grands talents, des grandes maisons d'édition, des grands journaux qui ont fait l'éloge de Al-Qaïda. En l'occurrence, c'était le parti nazi. L'Europe nouvelle, je pense qu'ils ont... Alors, je ne vais pas leur prêter des mots qu'ils n'ont pas eu, mais peut-être qu'ils ont parlé eux aussi de nazis modérés, ou d'anciens nazis, ou de nazis assagis, ou de nazis inclusifs. Là, vous avez bon, j'ai assez envoyé d'oiseaux comme ça. Vous avez des génies de Sciences Po et de l'ENA qui vous disent, voilà, tout simplement, vous avez des rebelles modérés. On est en train de parler d'Al-Qaïda et ou d'anciens de Daesh. Tout simplement. Bon, impardonnable. 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 Le seul doute qui existe dans ma tête, c'est est-ce que c'est de la haute trahison, comme ceux des collaborationnistes de Paris des années 40, ou est-ce que c'est la bêtise? C'est le seul doute, la seule discussion que j'admets encore à ce stade. Alors pourquoi? Bon, pourquoi? Peu importe. On va pas. Je suis pas psychiatre, donc je ne vais pas m'immiscer dans la psyché, les mentalités de fous. Euh, Michel Foucault l'a fait. Bon, dans le mauvais sens, mais bon. C'est à cause de lui ou grâce à cause de lui que nous avons autant d'aliénés dans les rues, hein. Maintenant, les fous, ils font de la politique. Parce que M. Foucault a dit il faut libérer les fous, il faut cesser de les enfermer. L'Occident enferme les fous depuis la fin du Moyen-Âge. Ben, on les a tellement libérés qu'ils nous gouvernent. Banco, félicitations. Juste un point. Dans M. Joulani, qui est le nouveau patron de la Syrie, on verra s'il va survivre à Noël, hein, parce que ces choses-là, la révolution mange ses enfants. Dans M. Joulani, moi je vais aller franco, je vois la racaille telle que les rêvée par les bobos français, par les bien-pensants français. Ce monsieur a obtenu le César de la racaille. Comme on est à Paris, je ne dirais pas l'Oscar de la racaille, c'est le César de la racaille. C'est ce qu'ils veulent. Alors, il faut peut-être voir chez certaines dames, certains membres du sexe faible. Alors, il n'a rien de faible. C'est les hommes qui sont faibles. Ce n'est pas les femmes qui sont faibles. Hein. Je ne voudrais pas avoir affaire à certaines personnes, à certaines dames de la représentation nationale. Mais elles seront plus cruelles, à mon avis, que certains. Bon, seront très cruelles. Vous voyez bien ce que je veux dire. C'est le César de la racaille. C'est le fantasme du voyou pour certaines nanas. C'est le fantasme du voyou pour une bourgeoisie avachie qui a trahi. Tu ne te mets à désirer le voyou que quand tu as toi-même un voyou en toi. Hein, certains disent qu'on aime toujours que soi-même. Donc, dans Joulani, c'est un miroir, le miroir de la voyoucratie qui gouverne aujourd'hui la France et certainement une partie de l'Europe. Pour eux, ils le désirent, elle le désire parce que c'est un voyou qui s'assume. Il a fait son coming out comme voyou. Voyou dans le sens bandit, pirate, capable de violer, de tuer, de découper, tout ça. C'est ce que font nos élites depuis 40 ans, mais à petites gouttes. Hein. Ils ont détruit l'hôpital. C'est vrai que Al-Qaïda, elle bombarde l'hôpital. Ils ont détruit l'école. Al-Qaïda ferme l'école. Bon. Ils ont permis le viol de plusieurs jeunes françaises. Al-Qaïda les viole directement. Nos élites confient le viol, sous-traitent le viol à certains, je dis bien à certains délinquants d'origine étrangère ou étrangers carrément. Lola, le martyr de Lola n'est pas seulement le crime de X ou Y OQTF algérienne. C'est un crime collectif, commandité par nos élites qui ont permis ça. Le type qui a tué Philippine et l'a violée devant Dauphine à Paris, c'est injuste ce qui lui arrive dans un sens. Il a pris toute la culpabilité, mais il aurait fallu traduire toute la chaîne judiciaire qu'il a mis dehors et tous les influenceurs de gauche et les politiciens de gauche et de droite traîtres qui ont permis qu'un OQTF se balade en France. Un OQTF violeur condamné. Qu'un type comme ça se balade en France, librement.
Donc voilà. Donc Joulani, c'est bon, c'est une hypothèse. Hein, je ne suis pas un expert je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas, hein, je ne vais pas prétendre avoir raison. Donc, mais je pense qu'il y a quelque chose de là-dedans. C'est le César de la racaille. Joulani, c'est la racaille telle que la désire aujourd'hui euh, euh, notre intelligentsia. Euh, notre intelligentsia, nos précieuses ridicules, pardonne Joulani. On te dit, oui, c'est un rebelle, assagi, il a coupé la barbe. Donc, il est devenu fréquentable. Les mêmes cinglés, les mêmes idéologues, les mêmes, ne croient pas une seule seconde que Marine Le Pen se soit convertie aux valeurs républicaines. Alors, Marine Le Pen, elle ne peut pas adhérer aux valeurs républicaines. Elle ne peut pas être pardonnée. On ne peut pas lui pardonner son nom, on ne peut pas lui pardonner les dérives de son père. Quoi qu'elle fasse, elle sera toujours une fasciste. Par contre, Joulani, qui a été recherché par les États-Unis pour appartenance à Al-Qaïda, dangereux, danger. Joulani, lui, il est pardonné. Ok. Bah bientôt, Joulani sera peut-être membre de l'arc républicain. Moi, plus rien ne m'étonne. Peut-être que bientôt, il sera invité par un parti hein, de l'arc républicain à sa convention, hein, à son université d'été. Pourquoi pas? Parce que lui, il peut, mais pas Marine Le Pen. D'accord. Je ne fais que noter. Vous avez un type en Kalachnikov, recherché par le, je sais pas quoi, CIA, Interpol, je sais pas quoi, islamiste, qui applique la charia, euh, et on n'arrive pas à le reconnaître comme un terroriste, comme un djihadiste. On dit non, c'est un rebelle modéré, un combattant de la liberté. Les mêmes qui se trompent sur Joulani et sur sa troupe, les mêmes vous disent que le climat va se réchauffer d'ici 2050. Les mêmes vous disent que Marseille ou Nice seront ensevelis par les eaux d'ici 2050. Si tu n'es même pas foutu de reconnaître un islamiste qui ne se cache même pas d'être islamiste, tu n'as pas le droit de me parler du climat. Tu n'as pas le droit. Ferme-la. Tais-toi. Tais-toi. Tout simplement. Alors, on nous dit, ils ont mis de l'eau dans leur vin, ils sont rentrés dans Alep, ils ont massacré personne. Très bien. Je réponds que l'histoire n'a pas commencé il y a 10 jours. L'expulsion, l'épuration ethnique des chrétiens d'Orient n'a pas commencé il y a 10 jours. Ça a commencé il y a 150 ans, il y a 200 ans, voire avant. Déjà, en 1860, nous n'étions pas nés. Déjà en 1860, les chrétiens d'Orient étaient encerclés dans Damas, hein, c'était pas hein, dans Damas, et ils étaient pendant plusieurs jours, et il y a eu un certain Napoléon III qui est venu à leur secours grâce à par l'intermédiaire d'un grand arabe, un grand musulman qui s'appelle l'émir Abdelkader. Musulman, sunnite, peut-être fondamentaliste même. Lui, il a ouvert les portes de sa résidence à Damas et il a fait rentrer les chrétiens d'Orient le temps que les ancêtres de M. Joulani se calment et rentrent chez eux. Et M. Abdelkader, Dieu et son âme, en ce vendredi, euh, lui, il savait se faire respecter. Il n'allumait pas des bougies, lui. Il ne déposait pas des gerbes de fleurs, lui. Il ne faisait pas des marches blanches, lui. Il avait le sabre. Et seul le sabre a raison. Ou si vous voulez, seul la Kalachnikov a raison. L'homme qui a un fusil a toujours le dernier mot. Ce n'est pas de moi, c'est d'un grand Français qui s'appelle David Galula. Un Français d'origine nord-africaine, il est né en Tunisie, il a grandi à Casablanca. Et il a écrit « L'homme qui porte un fusil a toujours le dernier mot ». D'accord? La bougie, tout ça, c'est bien quand les hommes ont établi la paix. D'accord? Là, il n'y a plus d'hommes. Nous n'avons plus d'hommes. Donc nous nous faisons attaquer. Quand le type vient, tue tes gosses au Bataclan, c'est qu'il sait que tu n'es plus un homme. Parce qu'un pays défendu par des hommes dissuade. Et le terroriste, il va ailleurs. D'accord? Nous n'avons plus d'hommes. Alors ça, c'est une autre question. Quand nous n'avons plus d'hommes, c'est un autre sujet. Donc l'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a un projet systématique d'épuration ethnique, d'en finir avec la diversité du Moyen-Orient. Voilà un endroit du monde où la diversité, pour une fois, a un côté positif. Je vous rappelle que le grand cinéma égyptien, bon, qui est mort maintenant, des années 40, 50, début 60,
était un cinéma d'origine chrétienne. Omar Sharif, un acteur immense que les Français connaissent bien, s'appelait Michel, copte, c'est-à-dire chrétien d'Égypte. Le grand cinéma, la grande littérature égyptienne, libanaise, syrienne, irakienne, beaucoup de chrétiens, arabes chrétiens. Parce qu'il y avait dans cette concurrence entre l'islam et la chrétienté d'Orient, il y avait un côté positif, une émulation. À qui aura le plus grand auteur, la plus belle actrice, tout ça. Les Druzes, ils avaient des acteurs, voilà. Fallait de l'Atalaj, etc., etc. Tout ce que je vous dis là échappe bien sûr tout à fait au cerveau de nos élites, avec un Z, hein, bien sûr, puisqu'elles sont nées en 68. Tout ce qui s'est passé avant 68 n'existe pas. C'était, comme on dit chez nous les Arabes, el-Jahiliya, l'ère de l'ignorance. Voilà. Donc, Joulani ne trompe personne. Il y a un projet de nettoyage ethnique du Moyen-Orient. Vous voyez ce qui s'est passé en Irak depuis les années 2003, et ainsi de suite. Au mieux, il gardera quelques chrétiens comme citoyens de seconde zone qui vont payer le tribut. Nous, en France, on n'est pas capable d'expulser un OQTF qui a violé une femme et on accepte, on applaudit un type qui, très certainement, je vous le donne en mille, va imposer un statut de seconde zone aux chrétiens qui ne sont ni voyous, ni... Nous, on n'arrive pas à punir un voyou qui a violé une femme et on accepte. Normalement, vous avez même Madame von der Leyen, la ministre la estonienne, je sais pas quoi, là, des affaires étrangères européennes, qui vient nous dire oui, on est prêt à faire un chèque. Je l'ai lu. On est prêt à faire un chèque pour le nouveau régime, pour aider la Syrie. Comment veux-tu que ça marche chez nous? On peut pas marcher. On peut pas. Ça fonctionne pas. Notre cerveau ne fonctionne pas. On est fou. On est gouverné par des fous. On est gouverné par des fous. Il n'y a aucune logique. Très bien. Donc bon courage pour les chrétiens d'Orient. Évidemment, le pape argentin, à mon avis, il ne va pas se prononcer parce que lui, il n'est intéressé que par les migrants. Il ne l'intéresse que les migrants. Les chrétiens d'Orient, les chrétiens de France, d'ailleurs, il ne vient jamais en France. Bon, il est allé à Marseille. Bon, j'allais faire la blague, Marseille via l'algérienne. Mais je la retire parce que, en tant que Marocain, j'ai un droit de réserve. Parce que c'est très facile de taper sur l'Algérie. Ça ne nous grandit pas et ça ne libère pas les Algériens. Donc, je me refuse de rentrer dans le petit jeu de taper sur l'Algérie pour le plaisir de me défouler. Bien entendu, je défends l'intégrité territoriale marocaine, mais je ne rentre pas dans le petit jeu de taper sur l'Algérie. Voilà. Je désire pas, en revanche, la libération de Boualem Sansal, un grand Algérien, malheureusement emprisonné par des voyous, par des cancres. Et les ratés se déchaînent sur le premier de la classe. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'écrit M. Boualem Sansal, mais très sincèrement, entre Boualem Sansal et un membre de la junte qui gouverne l'Algérie, je préfère de loin Boualem Sansal, mais de loin. Boualem Sansal est... Bon, il y a... Je me modère, parce qu'on est quand même sur un réseau qui n'est pas tout à fait propice à nos idées. Bien au contraire, c'est plus facile de se faire censurer ici si tu défends la démocratie et la liberté, si tu défends Boualem Sansal, que si tu adoptes les thèses de ces militaires au gros doigt, incultes, qui n'ont fait aucune guerre, parce que la guerre de libération algérienne, elle remonte déjà très loin, et qui se déchaînent sur les meilleurs d'entre eux, les meilleurs de leur peuple. Bon. Tu me diras, c'est une maladie très commune dans le monde arabe, et dans le tiers-monde en général. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, revenons à nos chères précieuses ridicules, qui ne comprennent pas ce qui s'est passé en Syrie. C'est une, comment dirais-je, c'est une calamité pour la France. Vous avez d'abord la France, exit la France du Moyen-Orient. Fini. Qu'on le veuille ou non, la Syrie et l'Irak étaient des résultats très imparfaits de la présence française en Moyen-Orient. Franco-britannique, dans les années 20, les années 30, quand nous étions encore un grand pays. Ces pays-là ont été dessinés avec l'aide de la France et de la Grande-Bretagne. Ces pays-là explosent. L'Irak a été détruit par les Américains, ensuite par les Irakiens, parce que les chiites irakiens, tout ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Les Kurdes aussi, bon. La Syrie, là c'est fini. Ça va se diviser en plusieurs États.
plusieurs entités. Déjà, le nord-ouest va être apparemment autonome, là où il y a encore des Russes et des Alaouites et quelques chrétiens. Le nord-est sera sous gouvernement kurde apparemment. Il y a une enclave turque et il y aura un monde sunnite, un endroit sunnite. Vous avez l'Irak, on en a parlé, le Liban est le prochain peut-être à tomber. Donc tout le dessin de la France tombe par terre. On peut ne pas être d'accord avec ce dessin. Après tout, il était colonial. Dessin avec EIN et IN. Les deux sens sont valables. Mais qui prend la place de la France? Qui maintenant va dessiner la carte de la Syrie? Les Turcs, Erdogan, les Qataris, voire les Saoudiens. Parce que dans cette région-là, la politique se fait avec beaucoup d'argent. Pourquoi il faut beaucoup d'argent? Bon, tu me diras chez nous aussi en France, hein. Dafi n'est pas mort pour rien. Dieu est son âme, même si je le déteste. D'ailleurs, nous les Marocains, nous n'aimons pas Dafi parce qu'il a fait beaucoup de mal au Maroc. Mais il ne méritait pas de mourir tel qu'il a été abattu par les forces de l'OTAN, sous le ricanement de Madame Hillary Clinton et les applaudissements de nos élites intellectuelles avec un Z. Bon, dans cette région, il faut beaucoup d'argent pour faire de la politique parce que la politique dans cette région, c'est une affaire de gang et de milices. Joulani n'est pas rentré à Damas par les élections, par référendum. Les Kurdes ne font pas de politique par le suffrage universel. Il n'y a pas de castor dans cette région. Il n'y a pas de front républicain, parce que les hommes sont armés. Les hommes sont armés, et il n'y a pas de démocratie, donc il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte pacifique pour le pouvoir. Il n'y a pas d'alternance. Si elle existe, l'alternance appartient à celui qui a le plus d'armes, donc le plus d'argent, et qui sait se battre, le plus déterminé. Aujourd'hui, les plus déterminés dans cette région sont les islamistes et les Kurdes, pas les chrétiens. À un moment, c'était les Alaouites, hein, la secte de M. Bachar al-Assad. Apparemment, ils ne le sont plus. Ils ont été dépassés, la détermination, par le fanatisme, par les islamistes sunnites. Vous avez aussi le Hezbollah, bon là il va très mal, lui aussi, il a, entre guillemets, ces qualités-là. Le pognon, on sait d'où il vient, et la détermination. C'est-à-dire, le fanatisme n'est pas un grand mot. Au Moyen-Orient, ne survivront que ceux qui sont fanatiques. Nos chers amis chrétiens d'Orient, c'est fini. Enfin, faut pas vendre l'ours avant d'avoir chassé, c'est ça qu'il faut dire. Mais bon, a priori, c'est fini. Ne survivent que les violents. Dans le fanatisme, il y a la résistance à la douleur. Il faut voir ce qui est tombé sur Al-Qaïda à Idlib, les bombes. Il faut voir ce qui tombe sur les Kurdes. Le peuple kurde, il y a à boire à manger, hein. Mais ils résistent à la douleur. C'est ces gens-là qui gagnent le pouvoir dans cette région-là, qui s'emparent du pouvoir. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de pognon. Ils ont besoin de pognon. Le pognon, il vient, on sait de qui il vient. Qatar, enfin, entre autres, hein, Qatar, Arabie, la Turquie donne de l'argent, elle donne aussi, elle a le refuge. C'est une zone de refuge. Tu fais un attentat en Syrie ou en Irak et tu t'enfuis en Turquie. La Turquie a un projet colonial dans la région. Elle occupe d'ores et déjà des portions de l'Irak et des portions de la Syrie, au prétexte de lutter contre les Kurdes. Tout le monde s'en fiche. J'ai pas entendu les gauchistes français, ni l'ONU s'émouvoir de la violation de la souveraineté de la Syrie et de l'Irak dans le cadre d'un projet colonial. Bon sang, colonial. Tu me diras, les Turcs n'ont pas les députés, les parlementaires que j'ai à l'esprit dans leur parlement pour les embêter, pour leur dire vous êtes des mâles, à bas le patriarcat. D'ailleurs, le patriarcat ottoman ou néo-ottoman ne pose problème à aucune députée sénatrice française de gauche. Il n'y a que le patriarcat blanc qui pose problème. Le projet est simple, nous transformer en eunuques. Mais pas les Turcs. Les Turcs, eux, il faut pas qu'ils deviennent des eunuques. Non, eux, ils peuvent installer en Syrie Al-Qaïda et nous, on applaudit. Bien entendu, on se prendra dans la gueule, évidemment. On se prendra dans la gueule le terrorisme et les immigrés. Faut être vraiment, je le dis tel que je le pense, abruti pour croire que la crise migratoire va s'arrêter ou que les réfugiés vont revenir. C'est le contraire. C'est le contraire. Joulani va sponsoriser, forcer au départ
Non, il va pas sponsoriser. Il va faire comme ont fait les communistes à Cuba en 59 et en 60 et 61. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On le voit dans des films, notamment un film dont j'ai oublié le nom avec Andy Rivera, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils vont forcer au départ ceux qui sont solvables ils vont les ennuyer, ils vont les persécuter, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, tu sais. Les enfoirés ne sont pas si sectaires que ça, hein. L'ennemi de l'enfoiré est un enfoiré, pardon, est le type bien. Donc les enfoirés, ils vont bien sûr attaquer les chrétiens, les minorités, mais ils vont aussi s'en prendre aux types bien musulmans sunnites comme eux. Hein, il y a des limites à l'épuration ethnique, il y a une épuration morale aussi. Les deux se passent en même temps. Prenez note, c'est très important. Donc ils vont pousser au départ des gens solvables. Il y a quand même un débat qui a été éludé. Bon, là on est dans la chaleur de l'événement, bien sûr, Damas vient de tomber. Et c'est certainement un débat plutôt arabe que français. Donc là, je dézoome un peu la focale de Paris. Quelques questions quand même existentielles, structurelles. La question du califat. Cette question empoisonne la mentalité, l'esprit du monde musulman. Puisque l'identité demeure. Les idéologies passent, les modes passent, l'identité demeure. Nous avons, je dis nous, hein, je me considère comme musulman, nous avons une fantaisie du califat, al-khilafa. Hein, le calife, celui qui remplace notre prophète Sayyidina Mohammed, qui lui succède, comme votre pape à vous, tout simplement. C'était les Turcs qui ont pris cette fonction. Ils l'ont perdu en 1900, je sais plus, 13, 18, je sais plus, dans ces eaux-là. Et depuis, cette fonction, elle est orpheline. Alors, une monarchie a essayé de la prendre en Arabie Saoudite, du Hejaz, c'est-à-dire les gens qui géraient la Mecque, la Médine, qui étaient des Hachimites. Je crois qu'ils l'ont eu pendant un moment, mais nos amis britanniques, dans leur grande sagesse, les ont torpillés et ils ont mis à la place les El Saoud, qui sont les ancêtres du fameux MBS, l'ami de l'Occident, qui crucifie ses opposants voilà, et euh, qui dissout dans l'acide, qui a dissous dans l'acide Monsieur Khashoggi par agent secret interposé. Voilà. Bon, le califat n'appartient à personne, mais il y a toujours des imposteurs ou des ambitieux qui disent voilà, je veux être le calife. Et là, vous avez Al-Qaïda, me semble-t-il, en Syrie, qui veut remonter un califat. Nous, les Arabes, nous, les musulmans, hein, je vais du Maroc jusqu'au Pakistan et à l'Indonésie, en passant par l'Égypte et le Soudan, hein, le monde arabe dans sa globalité, dans sa diversité. Il y a des blancs, des noirs là-dedans, il y a des sunnites, des chiites, tout ça. Je ne sais pas si les chiites ont besoin d'un calife d'ailleurs. Bonne question, je ne pense pas. Ils sont dans une autre logique. Donc le monde sunnite, qui va du Nigeria hein, jusqu'au Pakistan, l'Indonésie, tout ça. Confins de la Russie, il y a même des sunnites en Chine. Il faut qu'on se pose la question, que fait-on de cette institution? Vous connaissez mes petites obsessions. Lyoté, à l'époque, au début des années 1920, quand il était plein d'optimisme pour le protectorat français au Maroc, il a dit, bah, écoutez, ce problème du califat existe, les Turcs l'ont perdu, ce serait bien que la France réorganise la Méditerranée autour du sultan du Maroc, que nous sommes en train de fortifier dans le cadre de la collaboration franco-marocaine, et peut-être que le califat devrait échoir au roi du Maroc, au sultan du Maroc. Bon. L'important ici, c'est que cette question du califat, elle va nous empoisonner comme un refoulé de l'inconscient. Elle va toujours revenir. Ça, c'est un problème des musulmans à régler, pas le problème de l'Occident ni des BRICS. Moi, j'en peux plus des BRICS, les BRICS. Non, il faut que chacun règle ses problèmes. J'ai l'impression que certains de mes compatriotes ou certains musulmans, certains arabes du monde entier, ils ont changé l'allégeance à l'Occident par l'allégeance aux BRICS. Non, nous ne serons sauvés que nous-mêmes, de nous-mêmes, parce que notre problème, c'est notre inconscient. Le khalifa, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas d'avis, pour être très sincère avec vous. Comme je ne crois pas dans la Oumma musulmane. Quand vous voyez les massacres intermusulmans, il n'y a pas de Oumma musulmane. Le Kurde ne se sent pas dans la Oumma musulmane. Vous voyez la Syrie, la preuve sous les yeux. Vous avez la preuve sous les yeux. L'Irak, l'Irak se divise en 3-4 régions. Entre les Kurdes, les tribus de l'Ouest, les chiites de Bagdad, les chiites de Karbala et de Bassora. Elle est où l'Oumma musulmane? Même les sunnites, on est divisés entre nous. Vous voyez ce qui se passe en Libye? Il y a au moins 3 Libyes. Celle du sud, du désert, celle de l'est, celle de l'ouest. Et celle du Qatar. Bon, Et la Libye parisienne, celle qui a enfumé nos chères élites intellectuelles, qui leur a fait croire qu'elle allait faire
faire advenir la démocratie au lieu de Kadhafi. Non, il n'y a pas d'Oumma. Il y a la fantaisie de l'Oumma. Très bien. Mais il n'y a pas l'Oumma. Très bien. Bon, le califat. Deuxième chose, j'ai pris des notes, la question de le monde arabe, la question de la démocratie. La preuve est faite que les seuls qui sont en mesure de prendre le pouvoir aujourd'hui, ce sont les islamistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pognon, financement extérieur, ou bien la contrebande. Les Syriens, Irakiens, les islamistes syriens, irakiens, ils font de la contrebande de pétrole, de tout ce que vous voulez, de la drogue, le captagon, tout ça. Et le jeu n'est pas ouvert. Ça dépend des pays, mais le jeu n'est pas ouvert. Euh, je vois dans ma tête là, la diversité des pays arabes, même des pays musulmans. Le jeu n'est pas ouvert. Parce que tu fais toujours face à des États profonds qui ne veulent pas se libéraliser ou qui te font juste un petit espace, te font juste un espace pour que tu joues un peu. Donc, les modérés, les laïcs, les progressistes est un gros mot au nord de la Méditerranée et en bas de la Méditerranée, c'est pas un gros mot à mes yeux. Euh, les progressistes, les gens qui veulent moderniser, les gens bien, euh, ils, ils sont pas intéressés par ce jeu parce qu'on leur offre tout simplement pas le changement du statu quo, pas l'évolution, pas la modernisation. On leur offre une estrade, un strapontin, une niche. On leur dit voilà, toi tu fais de la politique, toi tu es socialiste, voilà, tu as le droit, mais tu n'as pas le droit de toucher à plein de choses. Donc qu'est-ce qu'ils font ces mecs? Ils font du commerce, vous les trouvez, ou de la finance. À la mode aujourd'hui, tout le monde fait de la finance. Ils sont à Dubaï, crypto-monnaie, ils envoient leurs enfants faire des MBA à Harvard. Ils veulent plus, à leur place, rentrent les affairistes. Les affairistes, les oligarques, qui te disent je suis socialiste, mais au fait, le mec, il a une boîte de transport, il a une vingtaine de stations-service qui vendent de l'essence, il a des écoles privées. Bon, ok, bon, c'est pas ça la politique. Donc, et ces gens-là n'ont pas beaucoup d'ambition. Ils veulent, ce sont des bourgeois. Le bourgeois, il va pas faire la révolution, ni vraiment se battre pour ses idées. Lui, il veut que ça continue. Donc, vous avez les islamistes qui sont la seule alternative. C'est dramatique. C'est dramatique. Bah, tu vois en Algérie, qui pose une opposition sérieuse au régime? Les islamistes. Et encore, ils sont cooptés, en partie. C'est dramatique. Ça, c'est un problème. Il n'y a que les Arabes qui pouvons les Arabes et les musulmans. Je fais un peu de confusion aujourd'hui, parce qu'il y a il y a plusieurs, enfin, il y a une diversité de sujets. Il n'y a que les islamistes qui peuvent régler ce problème-là. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que tu ne peux pas avoir comme seule opposition l'islamisme. Tu ne peux pas. Il faut que tu aies des gens face à toi qui soient valables et que tu puisses séduire, coopter, faire une espèce d'alternance, même au niveau, je ne sais pas moi, régional. Enfin, tu ne peux pas dire c'est moi ou le déluge. Tu peux pas. Enfin, tu peux. Ça marche. Mais il me semble que tu désespères le peuple. Et un peuple désespéré, il n'est pas. Voyez le peuple français. Il se fait enfumer. Il se fait mener avec Merlin l'Enchanteur depuis 40 ans. La gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite. Il est doux et calme, il se réveille alors qu'on le met à poil. Il a perdu l'hôpital, il a perdu l'éducation, il a perdu la souveraineté, il a perdu la monnaie, mais il croit toujours qu'il y aura une alternance. Il croit toujours qu'il est vengé par tel ou tel. Voyez la sagesse du système français. Plusieurs guillemets, mais c'est une sagesse machiavélique, hein, réelle. Donc, me semble-t-il, je pose ce sujet. Je n'ai pas vraiment de religion sur ce sujet-là. Mais je crois vraiment, là par contre c'est une conviction, que c'est très dangereux et très déprimant d'avoir comme seule opposition l'islamisme. Très déprimant. Il faut qu'il y ait une troisième voie. Troisième point, il y aura quatre. Troisième point, il faut que le monde arabe se pose des questions. Euh, Quelle est la réforme que nous voulons? Le parti Baas, qui est mort en Syrie, le parti de la Renaissance, le parti de M. El-Assad, il avait le projet de la Renaissance. Bon, il a complètement dérivé, il a dévoyé la promesse. Mais nous avons besoin d'une Renaissance. Elle ne peut pas être islamiste. Vous voyez le programme des islamistes, ils sont obsédés par le sexe, les femmes, les trucs. Non, il nous faut une Renaissance. Laquelle? Où sont les idées? Il n'y a plus d'idées. Les meilleurs sont chez vous, exilés volontaires ou culturels. Moi, je parle de réfugiés culturels ou réfugiés économiques, ou tout simplement ils sont à Dubaï, ils font du business. Euh, oh là, ils font du business chez vous, mais ils ne produisent pas d'idées. Donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte?
nos problèmes, il n'y a que nous pour les régler. C'est pas le FMI, c'est pas la Banque mondiale, ce sont pas les BRICS, c'est pas l'ONU, c'est nous. Il faut que nous inventions. Au fait, nous avons reculé. En 1900, grosso modo, prenons cette année comme un repère, en 1900, il y avait le monde arabe bouillonné de courants, de réformes. Al-Nahda, Al-Ba'th, Al-Sahwa, le réveil, les woke. Nous n'avons pas attendu les Américains, Kamala Harris, pour avoir nos woke. Mais nous avions des vrais, pas des woke, mais les nôtres étaient bons. Hein. C'était pas des woke, c'était des awake. Ils s'étaient réveillés. Alors, j'ai oublié les noms. Il y avait dedans des islamistes, parce que chez nous, la révolution, enfin, nous sommes des peuples religieux, donc c'est normal que de l'islam viennent des choses, mais pas sous la forme de l'islamisme aujourd'hui. Quand je dis, moi j'appelle de mes voeux des idées nouvelles pour la réforme du monde arabe ou monde musulman, par extension, euh, dedans, je n'appelle pas un laïcisme, non, non, je dis il faut qu'il y ait des idées religieuses. Parce que nous sommes des peuples religieux. Tu ne vas pas nous sauver malgré nous. C'est comme ces gens qui veulent traiter un cancer, que Dieu nous en garde, nous en préserve, en tuant le patient. Non, il ne faut pas tuer le patient. Il faut lui causer son bien-être. Il faut promouvoir son bien-être. Bon, quatrième point, éloge des monarchies. Éloge des monarchies. Parce que tu vois que le pays, bah, tu vois que toutes ces républiques montaient de toutes pièces sur des pays montés de toutes pièces par la France et la Grande-Bretagne, l'Irak, la Syrie, la Libye montée de toutes pièces par les Occidentaux. Alors j'ai oublié qui l'a monté, mais on est fin Première Guerre mondiale. C'était la Société des Nations, si je ne m'abuse. Il faudrait vérifier. Fini, ils sont finis. Ces pays sont finis. Et ces régimes qu'on a montés dessus, notamment en Irak et en Syrie, le cas libyen était différent, euh, ces régimes républicains sont morts. Le peuple ne croit plus dans cette république. Qui tient le coup sont les monarchies. Alors il y a les monarchies du Golfe, mais là, bon, tu me donnes des milliards de dollars chaque seconde, moi aussi je tiens le coup, hein. C'est pas compliqué, mais quand même. Et tu as la Jordanie qui tient le coup, qui est le dernier refuge, me semble-t-il, avec le Liban, des chrétiens d'Orient, et qui est un pays stable, qui va bien. Enfin, tu vois les Jordaniens, enfin, le peu que je connais, hein, j'ai jamais mis les pieds en Jordanie, mais le peu que je connais des Jordaniens que j'ai rencontrés, la lumière qui sort du peuple jordanien, elle est plutôt saine. Contrairement à ces peuples tourmentés, parce qu'ils sont tourmentés, parce qu'ils sont mal gouvernés. Le malheur des peuples ne vient pas seulement de la pauvreté, il vient du fait qu'ils sont gouvernés contre leur nature. La nature des les peuples arabes aime nous sommes des peuples qui avons besoin d'une monarchie, de monarchie. Tu veux nous rendre heureux, la première étape, c'est la monarchie. Alors après, tu peux me dire, rien ne prémunit contre un mauvais roi. C'est certain. C'est certain. Et l'histoire universelle est remplie de cas de mauvais rois qui ont causé la ruine de leur pays. Mais sur la longue durée, je pense, j'ai la conviction que le monde arabe est fait pour être gouverné par des monarchies. C'est le système qui est le plus proche de nos mentalités. Une monarchie peut introduire une dose de droits de l'homme. Je ne faut pas. On n'est pas dans les mille et une nuits. Hein. On peut avoir une monarchie qui introduit une dose de droits de l'homme. Mais je pense que le cas est fait, la preuve est faite. Le cas libyen, le cas syrien, le cas irakien, même l'Égypte. L'Égypte est devenue une espèce de. Je m'excuse auprès des Égyptiens qui sont un grand peuple, notamment au niveau des arts et des lettres. C'est devenu une réserve de misérables sous le régime de Sisi. Bon, Sisi, il est sympa parce que quand on l'appelle au téléphone, il décroche et il dit hello en anglais. Il te dit pas va te faire voir ailleurs en arabe je sais pas quoi, en kurde, je sais pas quoi. Non, ok. Mais l'Égypte est dans une impasse. Il n'y a pas d'espérance. Parce que une des impasses, la principale, c'est que le peuple est gouverné malgré lui-même. Alors le roi Farouk, détrôné en 52, je crois, c'était pas un grand roi. Mais pourquoi c'était pas un grand roi? Pour plusieurs raisons. Notamment, il n'était pas égyptien, c'était un Albanais, d'origine albanaise. Bon là, c'est un autre délire. Moi, je pense que ce qui manque à l'Égypte, c'est un roi comme la trempe de Anwar Sadat. Un roi qui est purement égyptien. D'ailleurs, Sadat était noir, sa mère était soudanaise. Mais c'est ça l'Égypte. L'Égypte respire dans le Nil. Elle boit l'eau du Soudan et de l'Éthiopie. Et un type nationaliste, au bon sens du terme, est un grand roi. Il aurait pu faire un grand roi. Voilà, le drame de l'Égypte, c'est que Sadat est arrivé trop tard. Il aurait dû arriver au moment et aurait dû être roi. Bon, vous voyez ce que je veux dire. La France pleure son roi depuis 200 ans. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais nous, les peuples arabes, nous avons besoin de la monarchie.
C'est notre mentalité. Nous avons besoin du cérémonial. Nous avons besoin d'un grand chef que nous respectons, que nous voyons de temps en temps. Nous avons besoin de le voir. Nous avons besoin d'un chef qui soit le dernier garant de la justice. Parce que nos sociétés, je parle comme un politicien, attention, nos sociétés ne sont pas capables de générer la justice par eux-mêmes. Nous sommes capables de générer d'autres choses positives, mais pas la justice. Nous avons besoin d'une garantie de justice qui est notre roi. Voilà. Bon, je parle au nom des Syriens, des Irakiens. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais je pense que les sages me donneront raison. Joyeuse fête de Noël, je pense qu'on se parlera d'ici là. Évidemment, transférer cette vidéo parce que les idées qui sont dedans ne sont pas du tout du goût de notre doxa actuel.